Et il y a un an, au retour du Groenland, j'étais tendu. La préparation de cette expédition en Antarctique s'annonçait difficile, tant le milieu polaire me semblait particulier et exigeant. Aujourd'hui, nous y sommes. C'est la 5e étape de ce tour du monde des continents, démarré en 2005. 7 expéditions pour illustrer 7 pratiques de l'alpinisme. Nous avons choisi délibérément de surprendre les gens à chaque fois. C'est ce que nous voulons faire maintenant en Antarctique, au bout du monde, en ouvrant une voie d'escalade artificielle en rocher sur une terre plus connue comme un désert glacé. Je commande cette équipe depuis le début du projet, et cette fois-ci, c'est à 6 que nous partageons cette aventure. Lionel Albrieux, François Savary, Didier Jourdain, Sébastien Rattel et Dimitri Munoz sont mes compagnons d'infortune. C'est quand même un soulagement d'être là, hein, Lionel. On n'est pas en vacances, c'est pas juste un voyage. Et c'est vrai qu'il faut qu'on réussisse à la fois à ramener des belles images, à la fois déjà qu'on réussisse à grimper ce qu'on veut, à la fois que l'équipe fonctionne. Donc c'est vrai que on a tous un peu la pression pour qu'on arrive à faire quelque chose de bien, quoi, hein, parce que ça coûte tellement cher de venir ici, c'est tellement une préparation importante que on sait qu'on ne pourra pas y revenir facilement, donc il faut que cette fois-ci ce soit la bonne, quoi. Donc, c'est sûr qu'on a un peu tous, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on a un peu tous la pression quand même. Pour moi c'est quand même une nouveauté, je suis pas du tout grimpeur. Tu vois, je suis quand même partagé entre le fait de chercher à faire que de l'image sur le vif et puis aussi d'aller ennuyer tout le monde alors que les mecs ils sont en train de grimper et être obligé de leur demander des choses qui les forcent à faire des efforts supplémentaires. Et puis voilà, ouais, c'est une grosse responsabilité. T'as 2-3 boucliers à force. Tu veux de l'humain là? Ouais, j'ai de l'humain. Bah écoute, ça fait plaisir, hein. On a trouvé une vieille photo de Pourrave sur internet de l'Holstein. Et là on est au pied du sommet et... Bon, de toute façon, il nous faut une face au soleil. Ouais. Ouais, parce que à l'est, à l'ouest ou au sud, On va avoir trop froid. il va faire trop froid, quoi. En fouinant, quoi, j'ai vu cette face-là, et ils disent que c'est sur... C'est quoi au pied du pilier sud de l'Oltana. L'Oltana... Tac... L'Oltana... Ouais, bon, bah écoute, de toute façon, on a que ça comme info, quoi. Hein. On va aller fouiner sur Internet, voir un peu ce qu'on peut peut-être trouver, ou... Là... C'est pas tout à fait la même chose quand même, hein, mais c'est forcément ça, quoi. Ouais, bah par rapport à la photo de tout à l'heure, c'est ça, quoi, c'est sûr. Ouais, puis tu vois que c'est quand même assez... Eux, ça faisait combien leur pilier 800 mètres hein. Là, ça fait 800, donc ça doit bien faire la même hauteur. Il y a de quoi s'exprimer, on sait pas trop la hauteur, on sait pas trop la raideur, la difficulté, tout ça, mais c'est un peu le but, quoi. Mais il y a au moins deux lignes vraiment qui paraissent très belles. Tu reprends une fissure fine qui est au fond du diade, ouais. Tu remontes tout le diade et tu vas cogner sous un petit toit noir là. Sous le toit tu traverses ça a pas l'air trop, à gauche, ouais ça a pas l'air facile quand même. Hein. Sous le toit ça a pas l'air facile. Bon, je vais prendre la méthode Thomas. Ouais, je me sens quand même sacrément privilégié d'être ici, hein, Thomas. C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser au livre là, que j'ai amené sur les premiers explorateurs dans les Alpes, qui étaient notamment ces Anglais qu'on voyait à Chamonix, ces riches Anglais qui venaient au XVIIIe siècle et qui parcouraient les Alpes. Finalement, on est quelque part un peu dans cette situation-là 200 ans plus tard. Ah ouais, c'est un peu ça. Il faut avoir les moyens pour venir ici. Eux, c'était des gens qui avaient de l'argent. Hein. Il faut avoir les moyens et puis en même temps, le territoire est quasiment vierge. En fait, il y a vraiment eu très peu d'expéditions dans toute cette région. Hein? Je vais mettre le taquet de ma vie là.
pas faire autrement. Attends, je fais un... Et le rocher, il est vraiment pourri, hein. Dans la fissure, je suis obligé de tout nettoyer au marteau avant de mettre un truc. Ouh là là là. J'en foutrais les vacances, moi. C'est déjà 4 heures que Didier est dans sa longueur. Voilà, il a fait environ verticalement 15-20 mètres. Je vous laisse imaginer la suite. « 20 mètres, 6 heures, et tu multiplies ça, tu vois, 40 mètres, 12 heures, donc à peu près une journée, donc 40 mètres par jour, 400 mètres, 10 jours comme ça, plus les stats à remonter, plus... Ah, tu nous fais peur là. Alors on voit bien la démarcation entre la zone propre du bonnet et la zone sale du sable qui t'est tombé sur la gueule. Panda. Les mecs ils cadencent, hein. Ouais. Malgré tout, quoi. En tout cas, j'espère qu'on va en sortir parce que j'ai pas fait ça pour rien, quoi. On commence à bien pendouiller dans le vide. Est-ce que ça déverse un petit peu cette affaire? C'est tout bouché là, François. Donc et puis à un moment je me suis fait une petite frayeur. J'ai mis un freehand, au-dessus je voulais mettre un piton, puis en mettant le piton, le freehand il s'écartait quoi. Bon bref. C'est du rocher d'excellente qualité. Voilà, il tapé, il y a tout qui part. Sous la croûte de surface, il y a un rocher un petit peu plus dur. Et dans le rocher un petit peu plus dur, il y a encore deux styles de rocher. Il y a un rocher, on pense à peu près dur, et puis un rocher dur mais mou en fait. Hein, donc il faut prendre le rocher dur mais qui est pas si dur que ça en fait. Je réalise à quel point l'escalade artificielle est adaptée à ce type de paroi. Elle permet d'affronter des murs très raides. Contrairement à l'escalade à main nue, il faut utiliser des moyens de progression variés, comme des coinceurs, des pitons ou des friends. C'est pas les bons quoi. Elle peut se pratiquer par des conditions climatiques extrêmes et se prête bien au milieu polaire. Voilà, c'est le 4e jour et Dim part dans une longueur Attends, donne-moi du mou. ouais, a priori assez technique. Il va faire un pendule pour rejoindre le dièdre. Stop, stop. Ouais, super. Vas-y. Doucement. Vas-y, vas-y. Allez. Stop. Je suis pas content parce que le peu que j'ai gagné, je le perds. Si on fait 40 mètres par jour, c'est bien, quoi. Surtout ça caille quoi. Puis ça caille, ouais, là ça devient difficile, là. Bon allez, je te sors ta grosse doudoune. Cool. Ça va Dim? Bah, tu vois, maintenant qu'on est là, je mesure pleinement à quel point on s'est pas planté en matière d'entraînement et de préparation. Entre le séjour au Spitzberg, on a bien préparé le milieu froid polaire, et puis celui dans le Yosemite où on s'est préparé à faire de l'artif. Je pense qu'on s'est donné les armes pour cet expé quand même. C'est vrai qu'en même temps, c'est ce qui est intéressant dans notre projet de tour du monde de l'alpinisme. C'est à chaque fois de se préparer spécifiquement sur un terrain montagneux et une pratique de la montagne différente. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment ce qui est assez excitant, quoi. C'est de... Ouais, c'est excitant et puis c'est enrichissant pour Bien tous les sûr, grimpeurs, ouais, hein. pour notre pratique, quoi. Parce qu'on n'est pas des spécialistes de toutes les disciplines et puis ça nous permet vraiment d'explorer plus profondément toutes ces facettes de l'alpinisme. Ouais, c'est sûr qu'on se sent quand même bien prêt et puis assez à l'aise dans un milieu qui est quand même bien hostile au départ.
Au niveau matos, si tu te rates là, ton expédition, elle est terminée hein, rapidement. Faut quand même rien oublier. Pour la logistique, nous avons pu nous appuyer sur l'expérience de François Bernard, ancien de l'équipe, devenu spécialiste des milieux polaires. Non, en fait ça gèle là. T'as de la glace qui se met là, toi, la petite pièce là qui va à l'avant là. Pour empêcher ça. Bah là tu mets, ce qui est bien c'est que tu fous bien du silicone ou des trucs comme ça, toi, un truc qui... Ces petites manies quoi. Et puis vraiment tout préparer avant de partir quoi, parce qu'une fois que t'es parti après, si t'as oublié un truc, c'est trop tard quoi. C'est pas comme à l'Everest ou je sais pas où, tu peux aller réapprovisionner un Amché ou ça tu perds une semaine quoi, mais là-bas c'est impossible quoi. Puis ça peut te faire buter XP carrément. Quoi? Burdick moyen. Ok. Moyen et petit les deux. Ok. Et là il y a Tim qui est dans la longueur du dessus, il est bientôt 16h. Et il va pas tarder à arriver au Great Roof. Et moi je me caille. Et vu que je me caille, eh ben je me casse. Je parle à la caméra, t'inquiète pas, c'est normal. J'ai assisté à une tactique du pendule dans un tas de gravier. Très rare. Très rare, profitez-en. Tu te demandes comment je m'y retrouve dans ce bordel? Ben je m'y retrouve pas du tout, tu vois. On se retrouve avec le même terrain qu'avait Meumery dans les Alpes quand il pratiquait, c'est-à-dire très peu de voies qui avaient été faites. Et finalement, quand on regarde l'itinéraire qu'on fait aujourd'hui sur l'Holstein, c'est un itinéraire hyper logique, qui est beau, qui est esthétique, qui va droit au sommet. On a eu le choix de cette ligne et on ne l'aurait plus dans les Alpes aujourd'hui. Si les moyens changent et que le matériel a beaucoup évolué, l'esprit reste le même, quoi. Le seul objectif, c'est quand même d'arriver au sommet. On n'est pas véritablement dans un sport où il y a un stade, des règles, etc. Mais si on veut que notre activité soit belle, qu'elle soit reconnue, et puis que notre terrain de jeu il puisse se préserver, je pense qu'il faut que nous-mêmes, alpinistes, le milieu, etc., qu'on arrive à se fixer des règles, à se limiter les moyens qu'on utilise. Dans ce milieu de l'Antarctique, il faut tout de suite qu'on ait ces limitations, parce que sinon ça va vraiment devenir n'importe quoi très rapidement ici. Pas mal. L'alpinisme, il doit conserver ce caractère léger, un petit peu d'affrontement de l'homme face à la nature, à la fois ce combat, ce jeu, incertitude. Je sais pas si ça va. C'est embêtant ça. Après tout, c'est ce qui m'excite et ce qui me plaît, quoi. Finalement, on n'en a plus tant que ça dans notre vie de tous les jours. Donc, dans des univers comme ça, on retrouve ça, on retrouve quelque chose d'un peu instinctif, quelque chose d'un peu animal et quelque chose où on ne sait pas forcément ce que vont nous réserver les longueurs suivantes. Même si on essaie de prévoir tout ça. Donc ça, c'est quand même assez drôle et finalement assez plaisant. Ah putain. J'en peux plus. Ah, tu te fais plaisir dans le sable vertical? Ouais. T'as quand même une position assez difficile à tenir, Thomas, là. Moi, j'ai toujours de toute façon la pression du groupe, quoi. Je regrette le moment où j'étais simple grimpeur et responsable de rien. Le Quintana. 2000, il est plus haut que nous. Hein. Si on regarde bien un groupe de 6 bonhommes, ça a toutes les chances d'exploser et de clasher, parce que le propre de l'alpinisme, c'est de construire l'homme, donc chacun est quand même assez individualiste et fier de ce qu'il fait. Là où on réussit, à mon avis, quelque chose dans l'équipe, c'est quand cette alchimie elle marche bien. Et à partir de là, derrière, les réalisations elles vont presque tomber toutes seules. J'ai l'impression que c'est ça qui est important. C'est que comme les rôles sont bien distribués, au final, personne ne cherche à empiéter sur le rôle de l'autre. Et en fait, avec cette répartition de tâches, chacun reconnaît le mérite de l'autre.
Et finalement, moi, je suis peut-être pas reconnu comme grimpeur, notamment sur cette expédition, mais en revanche, tout le monde me reconnaît comme preneur d'images, et ça me valorise. Et du coup, j'ai pas le besoin d'aller essayer de piquer la place de quelqu'un d'autre, et ça limite énormément les conflits, quoi. Ça n'a jamais empêché que les gens dans l'équipe puissent s'exprimer individuellement, hein. Les gens viennent aussi chercher quelque chose pour eux, c'est normal. Mais il y a de la place pour tout. Il y a la place pour les projets collectifs et il y a la place pour l'épanouissement personnel. Puis moi j'encourage aussi les gens à vraiment s'épanouir personnellement parce que de toute façon l'équipe, en général, en retirera quelque chose. Allez, le king size, mon pote. Finalement, c'est de l'escalade artificielle, pas forcément si engagé que ça en théorie, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui nous arrive. On peut immédiatement compter que sur l'équipe. Ah, je suis rassuré là, mon pauvre. Un truc marquant que les gens réalisent pas forcément, parce qu'ils se disent tiens, ils sont en expédition, ils se sont fait poser en avion, il y a 1 heure de vol d'avion, s'ils ont un souci, ils peuvent facilement se faire récupérer. Enfin bon, l'avion c'est pas un hélicoptère quoi, hein, donc ça veut dire que si on a un pépin en paroi, le temps d'évacuer le gars, de le descendre, déjà il va y avoir plusieurs heures qui vont s'écouler, et puis il suffit d'avoir un petit pépin météo, et puis l'avion, on peut attendre 1 semaine. Hein. Ah tiens, mon ami! 14 jours dans le bordel. J'ai eu la chance de faire la dernière longueur, d'arriver donc sur la petite vire qui est juste là, avec un peu d'émotion, puisque je fais environ 10-15 mètres de libre, c'était vraiment absolu. Allô? Allô? Aujourd'hui on a eu la surprise, en fait on pensait avoir 2-3 longueurs encore avant d'arriver au sommet. Et puis en fait en une longueur on est arrivé au sommet. Et le temps que tout le monde arrive au sommet, là il est 1h30, on est au soleil au sommet avec une vue incroyable qui s'offre à nous quoi. Ok machin! Alors on peut appeler ça comment? On peut pas appeler ça Odyssée communale au cœur de la commune. Non, mais on peut appeler ça, je ne sais rien. Odyssée royale au cœur du royaume, c'est déjà pris. Bah, on vient d'arriver au sommet, 3 semaines qu'on est en Antarctique, tout ça pour ça. Cette joie d'arriver au sommet, il n'y a que nous qui pouvons la comprendre, ou les gens qui font de l'alpinisme, mais elle justifie peut-être à elle seule ces 3 semaines. On cherche trop aujourd'hui à essayer de vendre du sport, à le justifier avec du scientifique, alors que finalement, si on veut être honnête avec soi-même, les gens qui pratiquent le sport de l'alpinisme, c'est avant tout par défi technique, par défi physique, et je pense que c'est pas mal de l'assumer aussi. Moi je sais que personnellement mon moteur, il n'est pas vis-à-vis des autres, il est vis-à-vis de moi-même. C'est une des vertus de l'alpinisme, hein, c'est qu'à un moment donné on repousse des limites de l'inconnu. On repousse les limites des possibilités humaines et dans une société, c'est toujours important d'avoir ça et il me semble que l'alpiniste a ce rôle-là, ce rôle de faire quelque chose en apparence d'un peu gratuit, mais qui sert avant tout à montrer qu'au fond de tout homme, il y a une capacité à repousser des limites. Après cette réussite à l'Holstein, nous sommes à un tournant de l'expédition. Il reste encore 2 semaines sur place. Pour rester motivé, chacun ressent le besoin d'aller vers ses aspirations propres. L'équipe va donc se séparer. Didier, Sébastien et Dimitri repartent sur un projet ambitieux à l'Ulvetana. Avec Lionel et François, nous partons explorer les montagnes du King Olaf, à 25 km du camp de base. On va sur un sommet dont je ne connais pas le nom. Ça doit faire 700 mètres de haut environ et on va suivre une arête qui nous emmène jusqu'en haut. Avec un peu d'escalade au début et puis après c'est plus tranquille. Cette petite escapade là dans le massif du King Olaf, moi je trouve ça vraiment génial. Hein. On est des découvreurs quoi. Ouais, ce qui est marrant c'est qu'on fait un peu une sorte d'alpinisme primaire, chose qu'on peut
pu faire chez nous. On y va un peu à l'instinct, un peu suivant ce qu'on sent, suivant ce qu'on voit. Et c'est ça qui est génial dans cet alpinisme d'exploration. C'est qu'on a la chance de découvrir la perle et puis de gravir la voie, d'être un peu les inventeurs de cette voie. Ça, c'est une joie, moi, que j'ai jamais connue avant. Il va falloir monter à un moment donné, Fouet. On va pas faire des zigzags pendant 2 plombes. Hein. Moi, je te parlais de ça devant toi, là. Ah, ici, ok. Bravo. Bravo, Fanfouet. Belle première. Belle arrête. Ça se serve, hein. Gallus débarqua à Le Quai de Comé sur le littoral arabe de la mer Rouge. Après 1 an d'aternoiement, il se mit en route en direction du... Le gars il a attendu 1 an, donc nous on peut bien attendre 2-3 jours quoi. C'est pas... Ça doit faire partie de l'exploration, je pense, l'attente. L'attente, ça a l'air d'être une constante quand même de l'exploration. Ça va le ventilateur. Ouais, j'adore. Je fais du solitaire vu que mes petits camarades de tente ne veulent pas me parler. Si cette aiguille était en massif du Mont Blanc, ce serait la grande classique. Là, ce serait, tu aurais 10 cordées par jour dedans. Quoi. Ouais, c'est pour ça que je disais c'est l'aiguille de Lem, parce que finalement ce serait vraiment un truc à la mode, c'est clair. Bah, tu veux passer où? L'arête? J'ai l'impression que plus bas sur l'arête c'était mieux, mais... Ouais, par contre je sais pas si tu peux facilement protéger. Quelle heure il est, hein? 19h, ah ouais. Ah mais nous on est... Elle est pas couchée là. Et voilà Didier qui s'y lance. On va à 5e longueur. C'est une trentaine de mètres, mais ça a l'air assez pénible. Ça neige là, non? Un petit peu, je crois. Je suis à l'abri. Sur l'Ulvetana, après avoir équipé les 300 premiers mètres, l'autre équipe est partie dans un style d'ascension très léger. Ils tentent le sommet sans bivouac, en profitant du jour permanent pour grimper d'une seule traite. Se laisse pas donner hein, ce sommet là. Ah non, ça se mérite ça. C'est pas fini. Et du grand alpinisme. Je viens d'avoir les autres à la radio là. Bon, après une trentaine d'heures d'ascension, ils se sont arrêtés 5 longueurs sous le sommet. A priori c'était plus dur que ce qu'ils avaient prévu, une arête déchiquetée, du rocher pas facile. Puis là il y a du mauvais temps qui arrive, ils sont vraiment bien fatigués et la descente va être compliquée. Ils vont être bien déçus parce qu'ils ont mis beaucoup d'énergie là-dedans, mais bon... Bah, d'un autre côté, ils ont été audacieux. Hein. Ils ont, comme dirait Meumery, le vrai montagnard, c'est celui qui tente. Toujours pour citer Meumery, quand il faisait une ascension, il disait c'est l'ascension la plus difficile des Alpes, qui deviendra une grande classique, et puis plus tard une course pour dames. Tout ça parce que l'imprévu et l'inconnu d'une voie se réduit par les répétitions, et donc... c'est peut-être ça qui va un peu les frustrer, quoi, de se dire ce sera plus facile pour les suivants, mais c'est un peu tout le jeu de l'alpinisme. Franchement, quand on voit ce type de paysage vide de tout, avec des perspectives à l'infini, on comprend qu'on puisse devenir un petit peu dingue de tout ce milieu polaire. Cette mise à l'écart de la société, ce côté un petit peu retraite, loin de tout, ça prêtait vraiment à une forme d'introspection. C'est-à-dire que ici, dans ce milieu désertique, eh ben, je mesure à quel point c'est un paysage qui se prête à ce genre d'exercice. En fait, c'est une sorte de voyage dans le voyage. Ah, voilà, c'est exactement ça. De retour au camp de base, nous partageons nos derniers moments de l'expédition avec l'autre équipe allemande. En fait, c'est un peu paradoxal de se retrouver comme ça à 2 équipes dans le même cirque, mais en fait, ça peut se comprendre. On est une équipe de professionnels, il faut qu'on ramène quelque chose. Forcément, on ne va pas s'engager complètement à l'aveugle.
et qu'on part sur les endroits où on a déjà un peu des informations, on a déjà quelques photos pour être sûr d'avoir quelque chose à ramener. Et eux, les frères Hubert, ils ont eu la même démarche. Donc cette zone de la mâchoire du loup, c'est là où il y avait le plus d'expéditions, c'est là où il y avait le plus d'informations. Et donc on est venu naturellement là-dessus parce qu'on voulait, tant eux que nous, réussir quelque chose de difficile. Je pense qu'on est quand même à un tournant un peu de l'Antarctique et je ne sais pas si l'homme aura la capacité finalement de se freiner et de préserver un peu ce sanctuaire. Moi j'espère franchement que l'Antarctique va rester un paradis pour les grimpeurs, mais c'est vrai, on a été témoin avec les premiers pas du tourisme. Il y a quand même de fortes chances pour que ça devienne une sorte de Chamonix austral, où les gens fortunés pourront venir en vacances ici, et puis certainement qu'on verra fleurir quelques refuges. Mi-novembre, on est le 18 décembre, 40 jours, une sorte de retraite. On ne pourra pas empêcher les gens de venir ici. Je veux dire, le lieu est tellement beau, tellement sensationnel et tellement incroyable qu'on ne peut pas avoir une vision égoïste et de se dire il n'y a que nous qui pouvons en profiter. Et en plus de ça, par les images que tu fais et qu'on va ramener, on va contribuer à faire connaître cette région. Et donc on va contribuer à donner envie aux gens de venir. Mais il faut que ça reste raisonné, raisonnable. Et qu'il n'y ait pas d'abus pour que ça puisse être partagé par le plus grand nombre, mais aussi de façon assez durable. Bonjour, nous voilà donc en mode Savary. Le mode Savary est enclenché. Oh, il y a une mouche dedans. Ah, c'est bon. C'est ça qui fait le... Ah, Ça couine un peu. pas Hein. bon. Ouais, c'était bien. Mais j'ai cassé mes lunettes alors j'ai mal aux yeux. Et le seul truc qui m'embête un peu en fait, c'est Manu, hein, tu pourras pas venir finir notre voie. Il y a Doudou Windshooter qui a sauté de tout en haut. Oui.